Il est 21h et vous écoutez le micro-trottoir. Voilà, parce que il faut faire attention, il faut toujours être dans le dosage en fait. Et en fait, les meufs sont des chimistes en vrai. Je réponds ouais, on s'habille pour les hommes parce que sinon on serait nus. J'avais les poings serrés, j'étais en mode mais s'il met sa main sur mon épaule, c'est patate. Et au moins j'aurais été prête, tu vois. Est-ce que tu sors souvent en soirée ? Et si oui, tu vas où pour faire la fête ? Aller en soirée, rencontrer, donner de soi, recevoir des autres. Est-ce que vous le faites pour la musique, pour la danse, pour se libérer ou pour s'oublier ? Avec le micro-trottoir, on va en teuf, écouter de la musique électronique, parce que c'est celle-là qu'on aime et qu'on fréquente. Que ce soit à Détroit, berceau de la techno, ou Berlin et Manchester ensuite, et sans oublier la jungle en Grande-Bretagne, la house de Chicago, ces fêtes ont toujours revendiqué un mode de vie différent, une inclusion plus grande, une remise en cause des normes. Alors il en reste quoi aujourd'hui ? Cette émission vous emmène discuter avec les fêtards et actrices de la fête, que nous avons rencontrés le temps d'une soirée autour d'un thème choisi à l'avance. Quand vous en aurez marre de discuter, on ira vers le dance floor avec une sélection musicale à notre sauce. Ce 4e épisode est une immersion dans une discussion sans filtre sur le vécu de 3 femmes et leur rapport au monde de la nuit. Nous les avons rencontrées en allant passer une soirée à la Cité Fertile à Pantin, un samedi soir de mars. Elles se sont livrées à nous ont raconté leur vision et la manière dont elles se sont forgées. Avec ce format légèrement différent des précédents, nous ne prétendons toujours pas faire une analyse statistique et sociologique de ces sujets vastes et complexes, mais plutôt transmettre ces vécus, rarement mis en valeur et souvent gardés dans l'intimité d'un cercle restreint. Quand il nous le semble pertinent, nous croiserons cette discussion avec des témoignages recueillis en fin de manif à la République, en l'occasion de la Journée de la Femme. Avant que l'épisode ne commence vraiment, nous préférons vous avertir qu'il aborde des sujets sensibles liés aux violences sexistes et sexuelles. Vous passez une bonne soirée ? Oui, ouais. Vous êtes là ? Ouais. On est arrivé vers 18h. Ouais. Et trop bien. Ouais. Trop bien. J'aime beaucoup le film. Mais j'aime beaucoup les DJ qui passent. Ouais. Moi, c'est la première fois que je viens là, donc c'est tellement grand. À la Cité Fertile ou Ouais, à la Cité Fertile. À la Cité Fertile. Ouais, c'est la première fois que je suis ça. Ils font plein de choses. Ils font aussi des friperies solidaires. Ouais, bah trop cool. Bah, je pense que je reviendrai. Ouais. Non, c'est trop bien. Et en fin de compte, on se connaît toutes un peu. Loulou, on se connaît depuis la maternelle, toutes les deux. Ah oui. Et donc du coup, avec c'est ma sœur. Voilà. Oui, c'est Oui. C'est un blanc. On me connaissait depuis très longtemps. Oui, on se connaît quand même. Ok, super. Genre même là, je cherche un appart à acheter. Ce que je demandais, quand je visite, je veux déjà un quartier où je peux rentrer à 2h du mat, en étant tranquille, en pouvant garer mon vélo tranquille. Si c'est un quartier qui craint, ou que je peux pas être une fille seule à rentrer tard, je vais pas acheter dans ce coin-là, quoi. Non mais c'est la fête, mais vraiment, parce que je sais que je sors. Moi, idéalement, j'aimerais bien sortir 2 fois par semaine. Je sais que je rentre, soit je peux rentrer à 23h, soit à 2h du mat. Et c'est important pour moi de rentrer dans un environnement où je sais que les femmes ne vont pas se faire agresser, typiquement, qui est assez calme pour rentrer. Mais calme dans le sens où il n'y a pas de gens dehors, notamment des mecs. Notamment des hommes. Qui ressort. Bah oui, parce qu'en vrai, si c'était des femmes dehors, je m'en foutrais. Mais je pense que quand t'es une femme dans le milieu de la nuit, t'es forcément en hypervigilance. Enfin, qu'on le veuille ou non. Comme on le disait tout à l'heure. S'il y avait que des meufs, ça serait tranquille. Oui. S'il y avait, si c'est mixé, Il y a forcément
il y a toujours une force d'hypervigilance parce qu'en fait le moindre faux pas peut avoir des conséquences hyper graves et que ce soit l'endroit où tu vas, qu'on a déjà toutes vécu, et que ce soit l'endroit où tu vas, la manière dont tu y vas, de comment tu es habillé quand tu y vas, quand tu y es là-bas sur place ou quand tu rentres. En fait, c'est un projet global en fait, auquel il faut réfléchir en amont. Quand tu parles de cette hypervigilance, justement, par exemple, moi c'est quelque chose que je vois aussi, que je vis, que je ressens, mais ça m'est arrivé d'être confrontée à des copines qui sont en mode non, mais je vois pas de quoi tu parles. Est-ce que toi t'as des potes comme ça ou pas? Je pense qu'on a toutes conscience, mais on a toutes plus ou moins peur. C'est par exemple, moi je me considère pas comme quelqu'un qui a peur. Pour le coup, moi je me suis jamais interdit d'aller à un endroit. Je suis pas quelqu'un qui... je suis toujours rentrée toute seule le soir, même quand habitant en banlieue, je suis toujours rentrée. Ça m'est arrivé de prendre le bus de nuit toute seule et j'avais pas peur, mais je savais qu'il y avait un risque. Je pense qu'inconsciemment, on sait qu'il y a un risque potentiel. Okay. Tu vas t'asseoir en tout cas à un endroit stratégique dans le bus. Tu vas regarder qui il y a autour, donc même si t'as pas peur en soi, et c'est pour ça que je parle d'hypervigilance, c'est qu'en fait je pense que c'est différent de la peur dans le sens où t'as pas forcément peur mais t'es au courant de ce qui se passe, et je pense que on n'a pas eu l'inconscience ou l'insouciance que peuvent avoir les mecs en soirée en fait. Mais j'étais au cinéma, j'étais toute seule dans la salle de cinéma, et donc je me suis assise à un endroit où je pouvais voir les entrées, et pourtant j'ai pas peur. Et puis maintenant en plus je suis plus vieille, je suis plus âgée, j'ai pas exactement. Et en fait c'est juste que je suis dans une salle noire, et quand j'ai raconté cette anecdote à mon copain et même son pote, il m'a dit ah ouais c'est marrant, moi j'y aurais jamais pensé. Mais évidemment, et c'est très bien. Où j'ai une autre anecdote, et pour le coup ça c'était vraiment en soirée, où je me suis retrouvée donc un mec vient me voir, me dit qu'il a perdu son portable. Je fais attends, je vais t'appeler parce que spontanément je veux l'aider à retrouver son portable. Donc il finit par retrouver son portable et il finit par me harceler par message. Et en fait, sauf que pareil, quand j'ai raconté cette anecdote-là à un copain, il m'a dit mais pourquoi t'as fait ça? Fallait pas passer ton numéro. Et j'étais là, mais en fait, je n'ai même pas pensé. Et voilà, et là, peut-être que j'ai baissé ma vigilance en me disant il a perdu son portable, il faut que je l'aide à retrouver son portable. Mais en même temps, et en fait, si t'avais eu le réflexe, on aurait dit que t'étais folle. Et en plus, oui, on m'aurait dit c'est pas sympa. C'est pas de bonne solution. Oui, exactement. Ou alors j'aurais dû trouver une ruse pour dire moi j'ai plus de batterie. Le mouvement qui a fait énormément de bruit concernant la libération de la parole des femmes sur les agressions sexuelles, c'est clairement MeToo. Pour rappel, c'est un mouvement social qui a débuté en 2007 avec Tarana Burke, une travailleuse sociale afro-américaine, pour dénoncer les violences sexuelles notamment à l'encontre des minorités. Il est devenu populaire en 2017 suite à l'affaire Weinstein et est arrivé en France cette même année et aussi en 2019. Depuis, ces traces s'observent partout. En soirée, on a mis en place des safe spaces, des dispositifs de prise en charge de potentielles victimes et de la sensibilisation. C'est par exemple les actions choisies par l'association Consentie, créée en 2018 dans la continuité du mouvement MeToo. Dans un article écrit par Anoï Delon, Mathilde Almantier, ayant fondé Consentie, témoigne. Je n'en pouvais plus de ce comportement qui était et est toujours la norme. Se faire attraper la hanche quand on passe devant le bar, devoir être tout le temps vigilante à qui est derrière toi, ne pas faire d'eye contact parce que si tu le fais, la personne se fait des films directs et tu vas devoir être désagréable. Ce n'est pas une atmosphère fun, pas récréative. Dans ce même article, elle insiste également sur le fait que ces violences persistent dans les scènes underground, les espaces alternatifs ou en marge, qu'on a tendance à penser exclus de ce genre de schéma. Les safe spaces absolus restent une utopie. Plus récemment, on a vu réémerger une branche du mouvement MeToo Techno. Au départ, ça fait sourire. Un mec qui parle fort et qui balance en story les agissements dégueulasses de ses anciens collègues DJ. Sauf que ce mec, il a aussi créé toute une campagne de trolls sur Instagram à leur rencontre, en braquant au passage les projecteurs sur lui. Il n'y a pas une grande envie d'aider les victimes, c'est plutôt guidé par l'ego. Encore plus gênant, ces affaires sont comme souvent connues depuis des années. Et il a suffi qu'un mec parle un peu plus fort pour qu'on l'écoute, pas très flatteur pour nos capacités collectives à écouter la parole des personnes victimes d'agression.
oui, je me sens pas en insécurité quand je vais, surtout dans les milieux de la teuf. Dans les milieux de la teuf qu'on connaît, c'est quand même... Je veux dire, il y a de plus en plus de prévention, il y a de plus en plus de messages sur l'inclusion, sur justement le consentement, sur quand c'est non, et pour autant, en fait, parfois, en fait, il suffit de tomber sur la mauvaise personne. Quand t'es une femme... Et t'as senti un impact positif justement de toutes ces mesures de sécurité? Oui, c'est le jour et la nuit. Entre il y a 20 ans, quand j'ai commencé à sortir, et aujourd'hui, déjà il y a eu MeToo, ça a été une grosse frontière. Enfin, il y a eu un avant et un après MeToo. Et ça a été... Et d'ailleurs, d'ailleurs tu peux rejoindre. Un élan de sororité qu'il n'y avait pas avant. Oui, exactement. Oui, c'est ça, il y a vraiment eu un élan de sororité qu'il n'y avait pas avant, et même des situations où on se disait avant, c'était toléré de faire ça, par exemple, mais très simplement, un mec qui te paye un verre, et t'es plus jeune, et en fait tu te sens un peu obligé au moins de l'embrasser, ou faut que tu fasses quelque chose parce qu'il t'a payé un verre, et au début c'était juste sympa, et en fait t'arrives au bar, il fait tiens, je paye un coup, donc toi t'es super sympa, et en fait sauf qu'après tu te dis en fait finalement ce coup il est pas gratuit, et je me sens redevable. On voit, il y avait forcément un vrai, alors qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus facile de se dire c'est ok, et non en fait et c'est ta responsabilité, il ne doit pas y avoir de conséquences là-dessus. La question du consentement n'était jamais abordée. Moi, le mot consentement, je l'ai appris à 30 ans. Ouais. Quand j'avais 20 ans, quand je sortais à 20 ans, la question du consentement n'existait pas. Ouais.
La fête, c'est le lieu par excellence de l'excès et du relâchement. On attend toute la semaine de pouvoir sortir le vendredi soir et enfin décompresser, lâcher prise. En oubliant notre travail, nos problèmes, quelle heure il est et les gens qui nous entourent. En France, souvent, c'est associé à l'alcool et à ses effets. Ce lâcher prise, presque sacré, cet objectif à atteindre, est-ce que c'est une notion genrée ? Drôle de question, vous me direz, mais pas vraiment. Dans le podcast Les couilles sur la table, le sociologue Nicolas Palierne, reçu par Victoire Touhaillon, rappelle que la fête et l'ivresse sont des territoires majoritairement masculins. Même s'il existe plus de nuances aujourd'hui, l'ivresse et le lâcher-prise va amuser, être valorisé chez un homme qui va prendre la place, crier, ne pas s'entendre parler, dire des choses déplacées. En revanche, chez une femme, l'ivresse inquiète. Elle doit rester discrète, ne pas se laisser aller. Imaginez 2 secondes une femme bourrée qui crie, qui n'a pas conscience de son environnement. Qu'est-ce que ça vous évoque ? Et est-ce qu'un homme provoquera les mêmes réactions chez vous ? Nicolas Palierne souligne également que s'abandonner à cette ivresse est un privilège qui demande aussi un sentiment de sécurité. C'est quoi votre relation au lâcher-prise en soirée ? Est-ce que c'est quelque chose qui est atteignable ? Est-ce que c'est quelque chose qui est souhaitable aussi ? Je pense que le lâcher-prise pour les nanas, mais en général, même en soirée ou même au niveau du sexe, au niveau de plein de choses, le lâcher-prise, il est très compliqué pour les femmes parce que je pense qu'on a plein de choses, on est tellement en hyper-vigilance surtout, que le lâcher-prise pour la femme, il est très compliqué, je pense, et qu'on n'y arrive jamais vraiment, et que quand on lâche vraiment prise, et bah peut-être qu'on peut aller dans des extrêmes qui font peur à le commun des mortels. Et en plus de ça, j'ai toujours peur d'être tout le temps le truc de tendancieux un peu, tu vois. J'ai l'impression que si je lâche prise, alors je sais pas, je vais bouger les hanches, je vais aller, je sais pas, genre en mode danser sur mes copines et tout, tu vois. Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a un truc où du coup ça amène à quelque chose et parfois je suis juste dans le fond de la boîte, coincée du cul et je regarde les gens ou alors je suis en mode il faut que je saute juste sur place, je sais pas, genre que je fasse un truc pas bizarre, n'attire pas le regard, genre sois pas chelou, tu vois. Parce que même, c'est même pas si c'est tendancieux, c'est juste que j'ai l'impression que tout d'un coup, il y a un regard qui m'empêche de lâcher prise totalement. Enfin, c'est pas du tout. Moi j'ai une relation au lâcher prise qui est assez forte. À 21h. Parce que j'aime bien faire la fête, je la fais longtemps et j'aime bien justement là où la fête peut t'amener. La voix que vous venez d'entendre en fond, c'est un homme qui est venu s'asseoir à notre table pendant qu'on discutait avec celle qu'on interviewait pour s'ajouter à la discussion sans y être invité. Son premier réflexe, ça a été de couper la parole à celle qui était en train de parler pour souligner le fait que, je cite, il n'était pas un homme comme les autres. Une telle intervention semblait scriptée tellement elle colle à notre épisode. Écoutons rapidement un best-of de ces interventions. Parce qu'on est plus menacé par des connards dans la rue ou j'en sais rien, tu vois. Mais bien sûr dans les teufs électro aussi, hein, c'est tout partout, hein, qui font peur à le commun des mortels. Aux hommes, tu veux dire ? Mais donc alors est-ce qu'on peut vraiment parler de lâcher prise ? Je sais pas, mais non, et il n'y avait pas de téléphone, pas de vidéo, rien du tout. Et ça, je trouve ça encore mieux. Au final, serait. Moi j'adore. L'accès aux mecs. Oui, c'est le but. Il y a des bons mecs. Parce que j'ai pour le coup, je pense que très féminines. Et après, il y a aussi un facteur chance qui existe quand tu es une femme, qui est plus fort. C'est que moi je lâche beaucoup prise, je fais beaucoup de soirées très tard, dans des endroits où parfois j'aurais pu me mettre en danger. Putain, je me suis mise dans des situations avec le recul, le lendemain ou le surlendemain quand je sors de ces afters où on a été dans des apparts, on ne connaissait pas les gens, où à un moment il a commencé à avoir une ambiance bizarre et du coup je suis partie. Exactement. Mais et je me suis dit
ah mais merveilleux, il m'est rien arrivé. Mais voilà, mais c'est un peu ça, ouais. Mais je pense que c'est vraiment le facteur chance. C'est que il y a vraiment ce truc, de facteur chance, de réussir de se dire ah mais c'est génial, j'ai pu aller jusqu'au bout de ma soirée sans qu'il me soit rien arrivé. Et ça, je pense que au-delà du fait de comment la fille peut s'habiller, de à qui elle peut parler, de ce qu'elle peut boire, il y a vraiment de qui tu rencontres. Parce que je considère qu'il y a soirée, il y a le début de soirée où on se sent beaucoup plus à l'aise et l'alcool est moins présent, etc. Et quand on arrive sur la fin, à partir de minuit, j'ai l'impression qu'il y a un peu un dark side et du coup c'est ce truc-là que j'essaye d'éviter un peu. Voilà. Et ça a changé, genre c'est peut-être quand t'étais plus jeune ou quoi, ça te dérangeait moins et maintenant c'est avec le recul tu dis en fait non, je choisis pas. En vrai, malheureusement non, parce que du coup j'ai découvert le milieu de la nuit assez tard et du coup moi j'ai travaillé dans un bar de 2 heures, donc en fait je voyais ce dark side même il y a 1 an où en effet moi j'avais cette position-là de je suis derrière le bar donc il peut moins m'arriver de choses, mais je le voyais autour de moi et quand l'alcool arrivait, quand je sentais qu'il y avait trop de mecs et peu de meufs, bah, j'avais un sentiment de ok, je dois être aux aguets parce qu'en fait c'est à partir de ce moment-là qu'il peut leur arriver plus de choses et que le danger est plus présent. Le fait de la relation à l'espace où les femmes se positionnent, c'est une vraie question parce que en vrai c'est où est-ce qu'on se place par rapport à la soirée, où est-ce qu'on place par rapport aussi à notre comment on est à l'aise par rapport à tout ça. Et je trouve vraiment que alors, je sais pas si nous on est des exceptions, notre groupe de copines là, mais je trouve que nous on a toujours été très à l'aise. Quand on était en soirée, on a toujours été très à l'aise parce que justement on est un groupe solide. Ma copine, je la connais depuis la maternelle et en gros on a un groupe de copines où on se connaît toutes depuis maternelle primaire. Donc comme on disait tout à l'heure, on a toujours eu cette bienveillance, on fait toujours attention à tout le monde. Mais le fait d'être en groupe, oui, ça rassure. Et le fait d'être en groupe, ça rassure et un groupe sûr. Et du coup, je pense que par rapport à ça, nous, ça nous a mis à l'aise et on a pris la place. On s'est dit, on s'en fout, on est là, on va kiffer notre soirée. Et vu qu'on va kiffer notre soirée, on va se mettre en avant. Il n'y a pas de problème. Et pareil, j'avoue qu'avec l'âge, du coup, cette assurance, je l'ai quand même gardée. Et là, par exemple, il y a une soirée à la Cité Fertile, j'aurais aucun problème à mettre devant. Parce que j'ai envie de kiffer et que je suis légitime. Je pense que c'est vraiment ça. C'est le fait que je suis légitime de kiffer ma soirée. Ouais. Le fait d'être en groupe. Exact. Oui, et même et je pense que le fait d'être en groupe, ça m'a rendue légitime quand j'étais plus jeune. Et maintenant, et exactement, j'ai construit cette confiance dans la vingtaine. Maintenant, ayant la trentaine, je me sens légitime même seule. Vous écoutez le Micro-Trottoir, diffusé un mardi tous les 2 mois à 21h. Et vous êtes bien sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Je pense que c'est toute la complexité d'être une femme en teuf en plus parce qu'il y a vraiment une injonction contradictoire avec ce qu'on nous vend depuis qu'on est toute petite, c'est-à-dire des femmes hyper sexualisées en permanence, super belles, super bien foutues. Donc en fait, nous, on nous les érige comme modèles, donc on a envie de leur ressembler. Ouais. Sauf qu'en fait, et c'est exactement, c'est ce que j'ai. En fait, c'est des modèles créés par des hommes de 50 ans derrière leur ordi et puis même derrière leurs fantasmes. Voilà.
Et derrière leur fantasme. Et en fait, donc nous, on nous érige ces modèles-là, on a envie de leur ressembler, donc on va avoir des troubles alimentaires, on va s'affamer, on va s'épiler, on va faire toutes ces choses-là donc, qui nous causent du mal et de l'argent. Parce qu'en plus, ça prend du temps. En fait, on prend du temps en permanence pour correspondre en plus à des critères de beauté qui en plus peuvent se retourner contre nous. Oui. Et c'est horrible. Voilà, parce que il faut faire attention. Il faut toujours être dans le dosage en fait. Et en fait, les meufs sont des chimistes en vrai parce qu'on est tout le temps en train. Non mais c'est vrai, on est tout le temps en train de doser la juste mesure. Et en fait, si on ne dose pas cette juste mesure, si on est dans le lâcher prise, ça va pas. Si on n'est pas dans le lâcher prise, on est coincé. Enfin voilà. Et en fait, on est tout le temps comme ça.
Ces discussions sur les dynamiques de genre, ça nous donne envie de faire une aparté sur un sujet transversal et qui imprègne tellement nos dynamiques sociales. Ce sujet, c'est celui du boys club. Un boys club, c'est un peu comme un groupe de potes. Sauf que ces potes détiennent beaucoup de pouvoir et veulent rester entre eux. Les membres de ce club vont s'échanger des informations, prendre des décisions ensemble, s'entraider et être avantagés. Martine Delvaux est une écrivaine et professeure de littérature québécoise et a publié un livre intitulé Boys Club. Dans un article à ce propos, elle raconte « Le Boys Club n'est pas seulement un lieu ou une structure investie par des hommes. Il est ce par quoi la masculinité devient ce genre sexué qui n'en est pas un parce qu'elle représente tout le monde. Le Boys Club fait de l'homme, blanc, hétérosexuel et de classe moyenne, le représentant du neutre et de l'universel. Il fait que le masculin l'emporte sur le féminin, le blanc sur le racialisé, le riche sur le pauvre, l'hétérosexuel sur le queer, etc. Mais ce n'est pas seulement leur présence qui donne aux hommes du pouvoir, c'est la manière dont ils s'organisent et se retrouvent ensemble, installés en rond, se faisant face autour d'une table, d'une icône, d'un idéal. Bon, tous les boys clubs ne sont pas explicitement hostiles aux femmes. Certains comptent quelques rares femmes qui leur permettent même de nier leur statut boys club. Ils diront sûrement « Nous n'excluons pas les femmes puisqu'il y en a 3 parmi nous, il y a ma meuf, il y a la meuf de mon pote ». Pourtant, lorsqu'elles sont très minoritaires, ces femmes ne peuvent pas remettre en question les inégalités de genre et les systèmes mis en place, au risque de simplement recevoir Oh, tu veux toujours mettre une mauvaise ambiance, tu peux arrêter de voir le négatif partout ». Les boys clubs sont partout et il faut les débusquer dans nos vies personnelles, professionnelles et dans nos institutions. Avoir une diversité autour de la table, ça ne suffit pas. Il faut se demander à qui est le temps de parole. Quel discours aura un impact sur la suite ? Qui on va écouter ? Qui va se faire couper la parole ? Et je pense qu'il y a aussi l'autre truc que quand t'es une meuf, en fait on t'apprend à faire plaisir. Dès petite on t'apprend à faire plaisir. Et ça, ouais mais en fait ça c'est horrible parce qu'en fait on t'apprend toujours à sourire, on t'apprend toujours à faire bonne figure. Et en fait ça, c'est ça qui nous fait défaut, c'est qu'en fait on se dit ah bah il est sympa, on veut pas lui faire de la peine, ah ouais mais il est quand même gentil. Et en fait on va toujours trouver des excuses, on va toujours être dans l'empathie. Et en fait c'est cette empathie qui manque cruellement, je trouve, dans le monde masculin. Et en fait ça c'est bien sûr en fait ça transpire dans tous les milieux. Moi je trouve que la sororité nous sauve. Ah mais bien sûr. Et si on était plus gentils entre nous. Parce que je pense que j'étais trop dans ce lâcher prise, mais vraiment à outrance, qui m'a mis en danger, qui je pense mes copines m'ont vu me mettre en danger et se sentir totalement impuissante par rapport à tout ça et se sentir vraiment mal quoi. Et du coup il y a eu toute une bouillie par rapport à tout ça qui je pense aurait été beaucoup plus simple si ça avait été des hommes. Beaucoup plus simple. Et par contre, ce qui est bien par rapport à cette chose, c'est que nous, entre meufs, on en a parlé. On est venu me voir, on m'a dit qu'est-ce qui s'est passé par rapport à cet incident. Elle a été très incriminante, mais derrière, on a eu une discussion, elle m'a dit mais qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi t'as fait ça ? Pourquoi tu t'es mis dans cette merde-là, dans ce bourbier-là, tu vois ? On a eu ce take care par rapport à tout ça entre nous, ce côté émotionnel, qu'est-ce qui se passe en fait ? Pourquoi t'as fait ça ? Alors que les mecs, ils vont être là en mode « Ouais, champion ! Oh !» Enfin, voilà, fin de l'histoire, fin du chapitre. Alors que nous, on a été derrière tout ça, moi je sais que après ça, je suis allée voir un psy et j'ai raconté ce qui s'est passé à ma copine, elle a dit « C'est bien », enfin... On a eu toute une suite par rapport à tout ça et exactement. En fait, on la processe. Et les mecs en groupe et les mecs ne processent pas. Et le problème, c'est que ça, on sait pas. Non, les mecs ne. Voilà. Est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce que les hommes processent en groupe ou mettent tout sous le tapis ? Question ouverte. Les
Vous écoutez le micro-trottoir, diffusé un mardi tous les 2 mois à 21h. Et vous êtes bien sur Radio Campus Paris, 93.9 FM. Mais question qui est peut-être un peu plus inconfortable là cette fois, mais est-ce que dans votre famille ou dans votre entourage amical, vous avez déjà observé des comportements relous de la part de vos potes mecs ou femmes, etc. Je veux pas... Mais... Alors c'est une question très inconfortable, je te l'avoue. Alors moi j'ai 2 cas qui me viennent en tête quand tu me parles de ça. Le premier c'est... Je l'ai vu, genre on est très... Enfin moi j'ai peu d'écart d'âge avec mon frère et du coup j'ai déjà fait plein de soirées avec lui et c'est arrivé... Bon après c'était avant le MeToo, hein, je vous l'accorde. Mais pour rire, il faisait ça s'appelait les dards. Donc en fait, s'il y a une meuf qui se penchait, il venait derrière et tac. Voilà. Comme au collège. Comme au collège, voilà. C'est exactement ça. Et hyper péril, tout ça, hyper dérangeant. Donc moi, réaction, c'est genre ça fait rire la galerie, mais c'est pas cool quand même. Enfin, c'est un peu intrusif. Enfin, c'est pas fou quoi. Tout le monde rigole, mais bon, mon frère, je lui prends à partie et je lui dis. C'est pas pour autant... Enfin si, en vrai, sur le moment, il m'a dit oui, bon ça va, mais bon, je l'ai quand même vu continuer à faire des bails comme ça, parce que ça fait rire la galerie. Donc je l'ai dit, c'était très dérangeant, parce que moi, il me l'aurait pas fait. De fait, je suis sa sœur. Mais ça veut dire que quand même, inconsciemment, il y avait des trucs sexuels derrière, tu vois. Enfin, c'est n'importe quoi, enfin, c'est nul. Oui, un ami, pardon. Un ami, par contre, hyper grave. Non, moi, c'était un master. Donc c'était quand même, on était assez âgés. Et pour le coup, celui qui a donné l'alerte, c'était aussi un pote du groupe, donc c'est un autre mec. Et il s'est trouvé que, en gros, on avait un groupe de potes avec des meufs, des mecs. Et en fait, un soir, ce mec-là, il profitait de vendre de la drogue pour profiter des meufs dans les toilettes du club. C'est-à-dire en échange de... Voilà, c'est ça. Et donc la meuf s'est plainte de ça le lendemain à un pote du groupe. Heureusement, le pote n'a pas protégé l'autre pote agresseur. Voilà, il a une réaction où direct il l'a mis hors du groupe, il a dit c'est mort, je veux plus lui parler, je l'exclus, il fait pas ça aux meufs, c'est n'importe quoi. Hyper surprenant que ça soit, je me suis mise en mode sauveuse, non, j'en sais rien, mais je voulais comprendre parce qu'en fait, l'agresseur en question, c'était un très proche ami de moi. On avait fait plein de soirées ensemble. Je trouvais qu'il était un peu border, mais avec moi, il n'avait jamais été... voilà, il n'avait jamais dépassé les limites, il avait une meuf. Enfin, pour moi, c'était cadré, quoi. J'étais là, bon, il est un peu border, mais ça va, quoi. Il s'est trouvé que ce mec-là, dans les toilettes, il agressait des meufs. J'ai continué à le voir pour essayer de le raisonner. Non, je le cachais pas, mais je me suis dit, je peux pas avoir eu un pote qui a fait ça et ne pas comprendre ou ne pas... Enfin, en fait, je me suis dit, il est pas fou. Juste, il a eu un moment d'absence et je veux comprendre. Et donc, j'ai refait des soirées avec lui, je lui ai parlé en tête à tête et je lui ai dit, mais tu te rends compte que ce que tu as fait, c'est pas ok, c'est puni par la loi et t'avais pas à faire ça. Enfin, genre, t'as presque violé une meuf, quoi. Et je voulais l'entendre dire vraiment, oui, j'avoue, j'ai fait n'importe quoi. Et en fait, je me suis confrontée à un mec qui assumait à moitié, mais qui minimisait, qui disait oui, mais je le referai pas, mais c'était qu'une passade. En fait, j'ai vu une distance entre ce qu'il avait fait et ce qui s'était passé. Et je me suis dit, c'est fou parce que j'ai continué à voir ce mec-là qui était littéralement un agresseur. Et un danger. Mais en me disant, je veux le raisonner. Je veux lui dire, mais ce que t'as fait, c'est pas ok. T'as quand même une meuf en plus qui est là. Enfin. Et en fait, je me suis confrontée à quelqu'un qui avait zéro empathie. Et je l'ai vu, en fait, quand je lui ai posé les questions de genre, tu peux pas forcer une meuf à te faire des trucs dans les toilettes parce que tu lui as donné de la drogue.
Et en fait, c'était un gouffre pour moi parce que je me suis dit, waouh, en fait, genre là, j'ai un pote hyper proche et je vois que maintenant qu'en fait, il est fou. Et je pensais le connaître. Je le pensais hyper cool, hyper empathique, hyper tout ça. Et en fait, pas du tout. C'est en le mettant. Il y a différentes choses. Il y a un courant de fond, qui de fait avance sur le fait que maintenant en fait c'est plus ok de violer une femme, ce qui n'était pas forcément le cas mais il y a 20 ans parce que vraiment. Et en même temps, tu as cette écume au-dessus où en fonction des milieux, qui est un peu plus légère, mais en fonction des régions en fonction des régions dans lesquelles tu grandis, en fonction de ta CSP aussi, des CSP dans lesquelles tu évolues, t'es plus ou moins avancé. Mais je pense que quand même il y a cette lame de fond, il y a ce courant de fond qui de fait faire des échos. Qui de fait des échos. Ouais. Ça baisse mon angoisse. Mais je crois qu'on a fini. Ouais, c'était trop bien. J'adore l'analogie avec la mer, était super. Le courant de fond et l'écume. C'est vrai que t'aimes beaucoup les métaphores. On a un petit problème de batterie, on va faire une pause technique. Comment on l'éteint proprement Est-ce qu'on fait des groupes? Ah, il y a toute musique. Les 4 là. Là. Juste en face là. On espère que ce 4e épisode du Micro-Trottoir vous aura plu. Nous, on a pris beaucoup de plaisir à le réaliser et on a déjà hâte de vous retrouver pour le prochain, que ce soit en soirée ou sur les ondes. On aimerait remercier chaleureusement toutes les personnes qu'on a pu interviewer pour leurs paroles précieuses. Nous, c'est Global Warning Collective, un collectif de musique électronique cherchant à créer des espaces d'expression et de discussion. En plus de cette émission, nous organisons des soirées-conférences, des techno-talks et mixons en soirée de temps en temps. Si vous voulez en découvrir plus, vous pouvez nous suivre sur Instagram et YouTube. À la prochaine!